Il existe des morts que même le temps n'a pas réussi à enterrer, des nuits si lourdes que même les archives du Kremlin ont préféré les oublier. Et parmi toutes les ombres du siècle rouge, une demeure encore indéchiffrable, la dernière nuit de Joseph Staline, cette nuit-là. Le vent frappait aux fenêtres de la datcha de Kuntsevo, comme s'il tentait d'avertir quelqu'un. À l'intérieur, le père des peuples venait de s'effondrer sur le tapis. Et derrière la porte, 5 hommes observaient, sans oser rentrer. Ils savaient que s'approcher de Staline pouvait encore valoir une condamnation à mort, avant que l'histoire ne commence. Si tu veux découvrir les vérités que le pouvoir a tenté d'effacer, abonne-toi à cette chaîne et laisse ton like. Chaque geste aide la mémoire à survivre. Dans un monde qui préfère les mensonges confortables, nous sommes le 1er mars 1953. La guerre froide brûle sous la glace et Staline approche de ses 74 ans. Il vit isolé, méfiant, prisonnier de sa propre paranoïa. Son entourage n'est plus fait d'amis, mais de témoins silencieux. Et tous savent, un seul regard de lui pouvait décider du destin de quelqu'un. Ce soir-là, un dîner fut organisé. Autour de la table, Beria, Malenkov, Khrouchtchev et Bulganin. Les verres étaient pleins de vin de Géorgie et de peur. Beria servait avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Personne n'imaginait que ce serait le dernier toast du tyran. Les rires étaient forcés, les visages tendus. Staline observait chacun comme s'il lisait leurs pensées. Il parlait de trahison, de discipline, de loyauté. Et chaque mot sonnait comme une menace déguisée en conversation. Personne n'osait respirer trop fort. À la fin du dîner, Beria insista pour remplir les verres une fois de plus. « À la santé du camarade Staline », dit-il. Un éclat traversa son regard, rapide comme une lame. Staline leva sa coupe, but lentement. Et tous prièrent pour qu'il ne remarque rien d'étrange. Plus tard, vers minuit, Staline regagna ses appartements. La tête lourde, le pas incertain. Personne ne l'accompagna. Les autres partirent, soulagés d'avoir survécu à un dîner de plus avec le monstre. Mais au fond, quelque chose avait changé. Peu après, un bruit sourd résonna dans la maison. Le garde de service Losgachev se figea. Il avait entendu une chute, mais resta immobile. Entrer sans ordre pouvait signifier la prison. Ou pire. Alors il attendit. Les heures passèrent. La lumière du couloir restait allumée, pâle, comme une bougie tremblante. Derrière la porte, le silence était dense, presque vivant. Staline gisait là, à demi conscient, cherchant de l'air. Et personne n'entra. À l'aube, Losgachev appela ses supérieurs. Beria fut le premier averti. Quand il arriva, il observa le corps de Staline sans émotion apparente. « Ne touchez à rien », dit-il calmement, et il s'assit pour fumer. Les médecins n'avaient toujours pas été appelés. Certains serviteurs pleuraient en silence. D'autres priaient pour qu'il meure vite. Staline respirait encore, mais son regard s'était perdu, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait semé. « Du pouvoir !» et de la peur. Ce n'est qu'à 10 heures du matin que le médecin fut autorisé à entrer. Presque 10 heures après la chute. Trop tard pour sauver quoi que ce soit. Il nota un saignement interne, une paralysie, des taches rouges sur la peau, des symptômes étranges, inhabituels pour un simple AVC. Beria ordonna de garder le secret. Il contrôla les téléphones, verrouilla les portes, interdit toute communication. Pendant ce temps, Staline flottait entre la vie et la mort. Certains disaient qu'il gémissait, d'autres qu'il murmurait des noms. Mais personne n'osa s'approcher pour vérifier. Le soir venu, la nouvelle commença à fuiter. Mais on parlait seulement d'un petit accident. Le Kremlin préparait déjà le communiqué officiel. La propagande devait précéder la vérité. Et la vérité était sur le point d'être enterrée. Les plus proches du dictateur furent disconvoqués en hâte. Tous savaient ce que signifiait un tel appel. Certains arrivèrent avec des fleurs, d'autres avec des valises. Beria, lui, paraissait étrangement calme, comme quelqu'un qui connaissait déjà le dénouement. Quand la mort fut annoncée, il sourit, un sourire court, nerveux, mais réel. Khrouchtchev le remarqua, et dans son esprit, quelque chose commença à germer. Le monstre avait disparu, mais un autre naissait à sa place. Pendant les funérailles, le peuple pleurait sincèrement. Des millions d'hommes et de femmes, convaincus qu'un père venait de partir. Ils ignoraient qu'il était mort seul, étouffé par sa propre peur, et que ceux qui portaient le cercueil avaient du sang sur les mains. Le rapport d'autopsie fut classé secretno. Secret. Aucune mention d'analyse de sang, aucune explication sur les hémorragies internes.
Les pages les plus importantes disparurent des archives et personne n'osa poser de questions. Pendant des décennies, la version officielle demeura intacte. Le camarade Staline est mort d'une attaque cérébrale. Un mensonge simple, efficace, confortable. La peur poursuivit l'œuvre du pouvoir et le Kremlin scella la tombe du secret. Mais en 1991, tout changea. L'Union soviétique s'effondra, les archives s'ouvrirent et parmi les papiers jaunis, une voix ressurgit, celle d'un garde oublié, Piotr Lozgachev, l'homme qui attendit toute la nuit. Derrière la porte, il raconta ce qu'il avait vu, ou plutôt, ce qu'il n'avait pas osé voir. « J'ai entendu la chute, mais personne n'a voulu entrer. Nous avions peur qu'il se réveille et nous fasse fusiller. » Et soudain, le mystère devint confession. Son témoignage ébranla les historiens. Il confirmait l'essentiel. Staline n'était pas mort seul par hasard. Il avait été abandonné consciemment. Par ceux qui l'avaient terrorisé toute sa vie, le monstre créa les conditions de sa propre mort. Puis vinrent les journaux du docteur Myasnikov. Découverts par son fils après sa mort, ils contenaient les observations médicales originales. Hémorragies internes multiples, troubles de la coagulation, pouls irréguliers, des signes compatibles avec un anticoagulant. Le mot warfarine apparaissait plusieurs fois, un produit alors utilisé pour empoisonner discrètement des animaux. À forte dose, il provoquait une hémorragie fatale. Le lien avec Staline devint évident, mais jamais officiellement reconnu. Le nom de Beria revint à la surface. L'homme de l'ombre, l'exécuteur fidèle devenu trop ambitieux. Staline prévoyait de l'éliminer au prochain congrès, mais Beria l'apprit avant et transforma la peur en décision. Cette nuit-là, entre des coupes de vin, il choisit son destin. Tuer le maître avant d'être tué. Et le plus ironique, il n'eut pas besoin d'une balle, juste d'un verre et d'un peu de patience. L'empoisonnement le plus silencieux du siècle. Pendant 3 mois, Beria feignit d'être le successeur. Il parlait de réforme, souriait aux caméras. Mais tous savaient, Khrouchtchev préparait déjà sa chute, et la roue du pouvoir tournait de nouveau. En juin 1953, Beria fut arrêté. Accusé de trahison, d'espionnage et de complot, il fut exécuté dans une cave d'une balle dans la tête, officiellement. Pour crime contre l'État, officieusement. Pour avoir tué le tyran avant l'heure, avec sa mort, le secret fut enterré une fois encore. Les témoins se turent, les documents disparurent. Pendant 40 ans, personne ne parla de poison. On préférait la version simple. Celle qui rassure les foules et protège les statues. Mais les murmures ne moururent jamais. Certains vétérans du Kremlin, ivres, livraient des fragments d'histoire. Il a eu ce qu'il méritait. Nous l'avons juste laissé mourir. Et chaque phrase sonnait comme une vengeance tardive. Dans les années 2000, un historien britannique rouvrit le dossier, Simon Sebag Montefiore. Avec des archives déclassifiées, il reconstitua la scène. Horaires, conversations, contradictions, et tout pointait vers un assassinat déguisé. Le Kremlin demeura silencieux. Aucun aveu, aucune enquête. Car admettre un assassinat, ce serait reconnaître qu'un système fondé sur la peur avait fini par se dévorer lui-même. Et peut-être est-ce là le vrai mystère. Pas comment Staline est mort, mais comment la peur a survécu à sa mort. Transplanté, recyclé, adapté, toujours utile à ceux qui règnent par le silence. Dans les écoles russes, on parle encore du père des peuples, mais rarement de la datcha, de la chute, du silence, comme si cette nuit n'avait jamais existé. Comme si la vérité était une tâche impossible à effacer. Et pourtant, elle revient toujours. Elle revient dans les documents retrouvés, dans les témoignages tardifs, dans l'ombre de ceux qui ont obéi sans réfléchir. Elle revient dans la phrase du garde. Nous l'avons laissé mourir parce qu'il nous avait appris à avoir peur. Et cette phrase explique tout. Le dictateur n'a pas été tué par un ennemi, mais par sa propre créature. Le système qu'il avait bâti l'a dévoré vivant. C'est ainsi que meurent les tyrans. Chaque fois que le pouvoir se fonde sur la terreur, il a déjà signé son arrêt de mort. Staline ne fut pas victime d'un complot, mais d'un écosystème de peur, un empire où l'obéissance vaut plus que la conscience. Cette nuit-là, personne n'a tiré, personne n'a ordonné. Ils ont seulement attendu, et cette attente fut le crime parfait. Un assassinat par omission, exécuté par toute une nation. Quand l'aube du 5 mars se leva sur Moscou, le soleil illumina un monde orphelin. Mais ce qui l'éclairait vraiment,
c'était le vide. Le vide laissé par un homme que personne n'osait aimer, et qui même mort faisait encore trembler les vivants. Les années passèrent, et l'histoire officielle continuait d'être répétée dans les écoles, les livres, les commémorations. Staline, le stratège, le libérateur, le héros de la Révolution. Personne ne mentionnait la datcha, ni la coupe de vin, ni le silence. Il était plus facile de transformer un monstre en mythe que d'admettre la peur collective. Mais le temps a un don cruel. Il restitue ce qu'on tente d'enterrer. Et chaque document oublié, chaque voix réprimée, remonta à la surface, comme des fantômes réclamant mémoire. L'empire de la peur commençait à être dévoré par la vérité. Dans les années 90, la Russie respirait la confusion. La chute de l'Union soviétique rouvrit de vieilles blessures. Et parmi les décombres de l'idéologie, surgirent les confessions. Vieux généraux, médecins, gardes, désormais au visage fatigué. Tous voulaient se libérer du poids du silence. Piotr Losgachev, déjà octogénaire, parla sans peur. Il raconta que Beria arriva en riant, avec une forte odeur de tabac et de cognac. Il dit que le camarade dormait profondément. Mais le vieux garde savait, ce sommeil n'était pas naturel. C'était le genre de silence qui n'existe qu'avant la mort. Les reporters notèrent chaque mot, et les manchettes explosèrent. Le garde qui vit Staline mourir dans le silence. Mais personne n'attendait le détail qui suivit. Losgachev avoua que Beria interdit à tous de toucher le corps, et qu'il ordonna de nettoyer le sol avant l'arrivée des médecins. Cette phrase tomba comme de la dynamite chez les historiens. Pourquoi nettoyer la scène si l'on n'a rien à cacher? La réponse semblait évidente. Mais au Kremlin, les évidences ont toujours été dangereuses. Et la vérité, un crime plus grand que l'assassinat lui-même. D'autres documents surgirent. Notes médicales griffonnées, télégrammes tronqués, horaires falsifiés, l'heure de la chute et celle de l'arrivée des médecins. Ne coïncidaient pas. Quelqu'un avait réécrit l'horloge de l'histoire. Et cela ne peut être fait que par ceux qui ont du pouvoir. Dans les archives, il y avait aussi un brouillon d'ordre militaire, signé par Khrouchtchev, quelques semaines après la mort. Il ordonnait l'arrestation immédiate de Beria. Mais la raison réelle n'y figurait pas. Elle se cachait entre les lignes. Élimination préventive. Cette expression deviendrait l'ironie finale. Le régime qui éliminait les ennemis du peuple éliminait désormais ses propres sauveurs. La révolution, comme toujours, dévorait ses enfants. Et le sang de Staline tachait encore les mains de ceux qui lui succédèrent. En coulisses, les rumeurs enflèrent. Certains disaient que Beria se vantait ivre lors de fêtes privées, qu'il affirmait « Je l'ai tué avec un toast ». D'autres juraient avoir entendu Khrouchtchev répéter « Il a eu ce qu'il méritait » et « Nous avons eu ce qu'il nous fallait ». Ces phrases ne furent jamais écrites officiellement, mais elles résonnèrent dans des lettres et mémoires de diplomates, des hommes qui vécurent près du pouvoir et savaient ce qu'il ne fallait pas raconter. Chacune de ces voix composait une mosaïque terrible. La mort de Staline ne fut pas un accident, ce fut un pacte silencieux, un pacte scellé entre 4 hommes, qui préférèrent porter le péché plutôt que d'être les prochains sur la liste. Tuer le dictateur ou mourir en loyaux. Au final, ils sont tous morts, de toute façon, les uns par des balles, les autres par la culpabilité. L'historien Montefiore appela cette nuit le procès du silence. Il n'y avait ni jury ni témoin. Seulement la peur elle-même assise en bout de table, et chaque coupe de vin était une sentence déguisée en toast. La dictature mourait, sans avoir besoin de tir. Des décennies plus tard, des scientifiques analysèrent les symptômes décrits dans les journaux médicaux. Ils confirmèrent. Hémorragies internes et vomissements sanguinolents ne sont pas typiques d'un AVC commun. Ce sont des signes d'intoxication à la warfarine ou substances similaires. Le poison du silence avait en fin de compte un nom. Et pourtant, la Russie moderne évite le sujet. L'affaire Staline demeure enveloppée de propagande et de nostalgie. Certains l'appellent héros, d'autres assassins. Mais peu osent dire « il a été trahi » par ceux qui avaient appris de lui à trahir. Moachi. Dans les tournages et documentaires récents, il y a toujours une scène coupée, celle de la porte verrouillée, celle du garde immobile, entendant le corps tomber, celle de la peur collective devenue assassinat, parce qu'elle en dit trop. Cette scène est le miroir de toute une époque, un peuple dressé à obéir jusque devant la mort. Des hommes qui avaient oublié ce qu'était la compassion et qui n'apprirent à respirer. Que lorsque le tyran cessa de le faire, la victoire la plus amère de l'histoire. Les années qui suivirent sa mort furent d'un silence assourdissant,
La révolution continua. L'Empire tenait encore. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Comme si la peur s'était répandue dans les murs. Comme si le fantôme du dictateur surveillait encore les survivants. Beria fut fusillé en secret sans procès public. Son corps ne fut jamais rendu à sa famille. Et ses documents disparurent. Comme le poison. Le régime apprit vite du crime. Parfois effacer est plus efficace que tuer. Les années suivantes, Khrouchtchev réécrivit l'histoire. Il dénonça les crimes de Staline, condamna le culte de la personnalité, mais ne mentionna jamais le dîner de 1953, ni l'attente avant d'ouvrir la porte. Certains secrets sont trop grands, même pour ceux qui survivent. Le peuple soviétique, pour sa part, crut ce qu'il avait besoin de croire. Il pleura, remercia, érigea des statues. Ainsi, le mensonge se transforma en mémoire. Une mémoire bâtie sur le silence et le sang, le véritable fondement d'un empire. Des années plus tard, les enfants des gardes commencèrent à parler. Ils racontaient que leur père se réveillait en criant la nuit, qu'ils faisaient des cauchemars avec le bruit d'un corps qui tombe et une phrase répétée au milieu du sommeil. « N'ouvre pas la porte. N'ouvre pas la porte. » Ces récits furent longtemps ignorés, mais quand des psychiatres les étudièrent, ils trouvèrent un schéma. Culpabilité, trauma, déni, symptômes de ceux qui virent la mort et firent semblant de ne pas la voir. La peur de Staline avait survécu en ceux qui l'avaient tué. Un poison qui n'avait plus besoin de verre. L'histoire de Staline ne s'achève pas avec sa mort. Elle demeure vivante, chez ceux qui croient encore au sauveur fort, chez ceux qui confondent obéissance et ordre, chez ceux qui préfèrent la tyrannie à la responsabilité parce qu'il est plus facile d'avoir peur que de penser. Aujourd'hui, au musée de Moscou, la coupe utilisée lors du dîner existe encore, sans inscription, sans explication. Un verre ordinaire qui a peut-être changé le destin de millions d'êtres. Certains visiteurs passent à la hâte, d'autres s'arrêtent, regardent et frissonnent. C'est comme si le verre gardait l'écho d'un secret, comme si chaque reflet racontait une histoire différente. Un toast, un poison, une conspiration. Tout dépend de qui tient la coupe et de combien de pouvoir elle peut contenir. Certains disent que le Kremlin protège encore certains dossiers, qu'il existe des rapports jamais ouverts, des noms biffés, des ordres cachés. Peut-être que le poison est venu d'ailleurs, peut-être que le toast n'a été que le déguisement parfait. Mais qu'est-ce que la vérité? Quand tous ont peur de la dire, les spécialistes s'accordent sur un point. L'histoire de la mort de Staline est la métaphore parfaite du pouvoir absolu. Un homme qui a bâti un empire sur la peur et qui est mort à cause d'elle. Comme si le destin ne faisait que rendre ce qui avait été donné. Le Kremlin n'a jamais avoué, car avouer reviendrait à admettre que le système a échoué. Mais peut-être que le véritable crime n'a pas été le poison, mais le silence collectif. Le silence qui tue autant que la haine. Si tu observes bien les photos de la datcha, rien ne semble hors de place. Le tapis propre, les rideaux alignés, l'horloge intacte, mais c'est précisément là que réside l'horreur. La mort parfaite est celle qui paraît normale. Dans les enregistrements récupérés de la radio interne, on entend des bruits, des pas, des voix. L'une ressemble à un murmure. Il a cessé de respirer. Aussitôt après, silence absolu. Puis le son d'un briquet qu'on allume, la première cigarette d'un homme qui venait de tuer un dieu. Autant qu'on essaie d'effacer cette histoire, elle retrouve toujours un chemin pour revenir. Car la vérité est têtue, et chaque mensonge prononcé en 1953 résonne encore aujourd'hui, dans les discours, les promesses, les yeux de ceux qui mentent de bien. La mort de Staline n'est plus qu'un événement historique. C'est un avertissement. La peur, quand elle devient loi, commence à tuer lentement. D'abord le courage, puis l'empathie, enfin l'âme. Et à la fin, nul besoin de presser la détente. Il suffit de rester immobile. Attendre, fermer la porte et laisser le mal faire le reste. C'est ainsi que l'homme le plus craint de la terre est mort. Pas de coup de feu, pas d'insurrection, pas de gloire, seulement le silence. Le même silence qu'il imposa aux autres, la même obscurité qu'il répandit sur le monde. C'est en elle qu'il s'est enfoncé. Aujourd'hui, sa statue se dresse encore dans quelques villes oubliées. Les fleurs se dessèchent au pied de son bronze. Mais si tu regardes de près, il y a des fissures dans le métal, comme si même la pierre ne supportait plus son poids, ni le poids de ce qui fut caché. Certains disent que le fantôme de Staline hante encore le Kremlin. D'autres jurent qu'il n'est jamais parti. Il a seulement changé de visage. Peut-être que le véritable spectre n'est pas lui,
mais la peur qui a survécu à sa chute, la peur qui continue de gouverner en silence. Car l'histoire ne se répète pas, elle chuchote. Elle chuchote à ceux qui ont trop de pouvoir et trop peu d'humanité. Elle chuchote dans les salles où le vin est encore servi avant les décisions et aux portes qui restent fermées. Tandis que quelqu'un tombe de l'autre côté, le son est le même, la peur aussi. Voilà l'héritage que Staline a laissé. Ni un empire, ni une idéologie, mais une leçon amère, écrite en sang et en silence. Le pouvoir qui se nourrit de la peur meurt toujours de sa propre faim. Et s'il est une chose que l'histoire essaie encore de nous dire, c'est que tout tyran, tôt ou tard, finit par entendre le bruit de sa propre chute. Un bruit sec, inévitable, comme le corps de Staline tombant derrière une porte que personne n'a voulu ouvrir.